Mesdames, Messieurs, merci beaucoup d'être avec nous dans Débriefing. Débriefing, émission d'opinion sur B1 Télévision. Chaque semaine, nous faisons le tour des questions qui agitent le débat public, le débat politique. La polémique fait rage sur la prolongation du processus électoral. En clair, sur le report des élections. Félix Tshisekedi appelle de ce fait la rue à se mobiliser. Et à la majorité présidentielle, Joseph Kokonyangi, le secrétaire général adjoint, l'accuse de tenter de soulever la population et émet même l'idée qu'il peut être arrêté. La très contestée élection de notre pays au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, les États-Unis ont dit leur colère, suivie par une série d'ONG locales et internationales. Et puis ces universités d'été du PPRD tenues il y a 2 jours. Henri Mova, l'initiateur, appelle ça la rentrée institutionnelle du PPRD. C'est pour voir si les mandataires du parti au sein des institutions sont des bons élèves. Une autocritique en fait. Je suis avec Célestin Tunda Yakasende. Il est secrétaire général adjoint du PPRD. C'est un ancien vice-ministre des Affaires étrangères, ancien directeur général adjoint de Cohydro. Monsieur Tunda, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, avant de vous passer la parole, on va avoir une vue générale en image de ce dont on va parler aujourd'hui. L'opposition des États-Unis d'Amérique, renforcée par les appels au rejet de la candidature de la République démocratique du Congo par une 50aine d'ONG internationales et locales, n'ont pas suffi pour arrêter le processus et décourager les autorités congolaises. Il y a beaucoup de puissances qui ont voulu instrumentaliser et les ONG et d'autres pays, d'abord pour le retrait de notre candidature, qui a été d'ailleurs endossée par l'Union africaine dans son intégralité, mais en même temps inciter certains pays membres de l'Assemblée générale de voter contre nous. Accusé des multiples violations des droits de l'homme, l'RDC est parvenu tout de même à obtenir le feu vert de l'Assemblée générale de l'ONU en effectuant son entrée au Conseil des droits de l'homme. Je voudrais confirmer que toutes les institutions de mon pays, avec en tête le président de la République, mettent tout en œuvre pour améliorer la situation des droits de l'homme au-delà des avancées constatées avant les événements du mois de décembre dernier que nous déplorons du reste. Une élection perçue comme une réelle victoire diplomatique. Nous sommes heureux, pas seulement du fait que nous sommes membres du Conseil et d'ici novembre, notre représentant à la Commission africaine des droits de l'homme et du peuple va entrer en fonction. Donc nous avons des événements très importants qui mettent la RDC en défi. À Kinshasa et à travers le monde, des réactions s'en sont suivies. Ceux qui s'opposaient à cette candidature ont échoué, a déclaré le porte-parole du gouvernement congolais sur la radio onusienne. D'après Lambert Mende, la RDC va devoir mettre à contribution son expérience en la matière au service du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. À Washington, aux États-Unis d'Amérique, c'est la furie. L'ambassadrice américaine de l'ONU, Nikki Haley, soutient que l'élection de la RDC est une preuve du manque de crédibilité du Conseil des droits de l'homme et de la nécessité de le reformer afin de le sauvegarder. Des opinions qui ne partageront certainement pas le groupe des pays africains qui s'étaient mis d'accord pour proposer, outre la RDC, l'Angola, le Nigeria et le Sénégal pour occuper les 4 sièges alloués au continent. Au total, l'Assemblée générale de l'ONU a pourvu 15 sièges de ce conseil, fort de 47 membres et basé à Genève. Ces sièges pour 3 ans à partir de janvier 2018 étaient à pourvoir à raison de 4 pour l'Afrique, 4 pour l'Asie-Pacifique, 2 pour l'Europe orientale, 3 pour l'Amérique latine et 2 pour d'autres États. J'ai répondu à l'intervention irresponsable de mon ami Félix parce que nous sommes quand même des grands responsables du pays et que ce n'est pas en tout moment qu'on peut ouvrir sa bouche pour mentir à la population. Alors j'ai voulu recadrer les choses pour dire que point par point qu'il continue à mentir à la population. Alors que nous avons suivi, nous tous, les chefs de l'État devant la tribune des Nations Unies, démontrer la situation sécuritaire de notre pays. En des termes très clairs et sans atermoiement. En commençant par Kamwina Sapo, qui est maîtrisé complètement, il a scellé la paix. En passant par Beni, et Touri et tout ça. Nous avons déniché avec exactitude les menteurs, les gens qui fouillent les élections. Il est le signataire numéro 1 du rassemblement de l'accord de la Saint-Sylvestre. C'est lui, j'ai montré à la presse sa signature, c'est 0-1. Après lui, c'est les autres.
nous avons la constitution que moi et vous avons votée en 2006 et tout le peuple congolais. C'est ainsi qu'à la CENCO, nous avons dit, l'accord vient, mais le soubassement, c'est la constitution. Et dans l'accord, il a signé, c'est écrit que les élections peuvent avoir lieu en décembre 2017, mais au cas où ce n'est pas possible, les CENSA, la CENI et le gouvernement peuvent se mettre ensemble pour négocier un autre délai. D'où il tire sa transition là. Mais c'est catastrophique. Le président Kabila est résolument engagé à amener le pays vers les élections et il en sera ainsi. Nous devons respecter la CENI, nous devons respecter le gouvernement et les CENSA qu'ils ont monté à la CENCO. Joseph Kokonyangi, donc, qui répondait à Félix Tshisekedi, le président du Rassemblement Limité, qui s'était entretenu la semaine dernière avec la presse, une conférence de presse au cours de laquelle il avait fait un état des lieux général de la situation du pays. Célestin Tounda Kassendi, je vais rappeler à l'intention de ceux qui viennent de nous rejoindre que vous êtes le secrétaire général adjoint du PPRD. Alors, en préparant cette émission, j'ai fait un tour sur le web. C'est indéniable, hein, il y a des articles sur vous, sur Google. Mais vous n'êtes pas sur Facebook, vous êtes sur Twitter, vous y êtes entré récemment, vous n'êtes pas sur Facebook, pourquoi? Bon, je suis déjà sur Twitter, je suis sur WhatsApp, je ne peux pas être partout, ce qui est tout à fait humain et normal. Et particulièrement Facebook, c'est parce que j'avais été anarqué. Il y a des gens qui avaient utilisé mon identité, mes photos, et même les photos au niveau du parti. Pour créer un faux compte. Oui, justement, pour créer un faux compte et ensuite commencer à escroquer les gens à mon nom. Alors, ça m'avait tellement mis mal à l'aise que j'avais stoppé d'abord de continuer sur ce réseau-là. Mais ailleurs, je suis présent. Alors, il y a tout de même des gens qui sont très hostiles aux réseaux sociaux, à Facebook notamment, qui estiment que c'est comme des tribunes populaires. Par contre, d'autres considèrent Facebook et tous les autres réseaux sociaux comme des lanceurs d'alerte. Non, je pense que tout cela doit être encadré. Bon, évidemment, c'est très compliqué parce que ce sont des mouvements au niveau mondial. Même à ce niveau, je pense que, comme on est en train de contrôler un peu la cybercriminalité, parce que ça commençait à devenir un phénomène très, très nuisible, de la même manière, je pense que là aussi, ça ne doit pas être un laisser-aller général, parce que finalement, il y a des choses pertinentes qu'on peut y trouver, tout à fait. Mais malheureusement aussi, il y a des abus. Absolument. Donc, je crois que je suis un peu au milieu du village pour dire on doit regarder à gauche et à droite pour essayer de recadrer les choses. Sur les réseaux sociaux, on trouve le meilleur et le pire. Certains sont d'avis que c'est une grande poubelle. C'est l'avis également d'Umberto Eco, il est philosophe et écrivain italien qui a dit que les réseaux sociaux ont donné le droit de parole à des légions d'imbéciles, c'est un peu fort, qui ne parlaient avant qu'au bar, après un verre de vin, et ne causaient aucun tort à la collectivité. On les faisait taire tout de suite, alors qu'aujourd'hui ils ont le même droit de parole qu'un prix Nobel. Oui, il faut veiller attentivement sur l'évolution de ce phénomène. Je pense qu'il faut un encadrement. Au niveau des États et au niveau international, il faut qu'on regarde exactement. On ne doit pas, je ne pense pas que... Je crois que la communication a des limites, parce que c'est une arme à double tranchant. Et là, si effectivement n'importe qui peut se réveiller le matin et commencer à raconter n'importe quoi, le fond de son estomac, alors ça risque aussi de devenir effectivement un danger. On doit veiller à ça. Absolument, avec les réseaux sociaux, n'importe qui peut communiquer n'importe où et c'est aux consommateurs en fait de savoir ce qui est bon et ce qui ne l'est pas par rapport à beaucoup d'intoxication et de manipulation qu'on retrouve donc sur ces réseaux sociaux. Il faut protéger les consommateurs. Tout à fait. Alors, à la majorité présidentielle et dans les autres états-majors politiques, il y a des faucons et des colombes. Vous vous classerez dans quelle catégorie? C'est à vous de le dire. C'est à vous et votre équipe de le dire. Mais sincèrement, je préfère être un homme humble, discret et faire un effort de compétence dans les attributions qui me sont dévolues. Et je crois que c'est dans la simplicité, en fait, que
d'après les résultats, qu'on obtient beaucoup de satisfaction. Honnêtement, qu'est-ce qui vous pousse à soutenir Joseph Kabila? Parce qu'il a une vision. Joseph Kabila, là encore, voilà encore un exemple de modestie, d'un homme très discret, très humble, mais très efficace, n'est-ce pas, dans tout ce qu'il fait, et avec des idées précises, et il sait là où il est en train d'évoluer. Donc il a une vision, il sait ce qu'il veut faire de ce Congo, et le peu de temps qu'il a dirigé déjà le pays depuis une dizaine d'années, on a vu les transformations qu'on n'a jamais vues depuis plus de 40-50 ans. Regardez vous-même dans l'infrastructure, vous allez vous en rendre compte, et regardez surtout dans le fait que les Congolais aujourd'hui sont en train de s'assumer comme véritablement des hommes et des femmes qui sont dans un pays indépendant. Donc l'un des piliers de Joseph Kabila, c'est la défense de la souveraineté du Congo. Et un homme comme ça, on ne peut pas l'abandonner, on doit être derrière lui. Parce que sans lui, devant les Congolais, ce pays va être balkanisé, ça c'est clair. Tout le monde a des yeux tournés sur le Congo, n'est-ce pas? Sans lui, eh bien, ce pays va être pillé de tous côtés. Sans lui, nous allons revenir dans un état comme la Somalie, parce que justement, les ennemis du Congo veulent que ce pays devienne un lambeau, devienne des morceaux, pour qu'ils viennent instaurer leur réglementation, leur manière de voir les choses, en pillant le pays, n'est-ce pas, en déshumanisant les Congolais. Donc, pour toutes ces raisons, je pense, et ça ne doit pas seulement être moi, je pense que tout le monde, tous les Congolais devraient effectivement soutenir Joseph Kabila à travers sa vision. Vous avez envie qu'il reste au pouvoir jusque quand? Mais puisque le peuple congolais a encore envie de lui, alors pourquoi nous devrions décider qu'il parte? C'est les souverains primaires. Le peuple congolais estime que la vision de Kabila, elle est tellement forte, elle est tellement puissante, elle est nécessaire pour notre pays que nous avons encore besoin de lui. N'est-ce pas? Du nord au sud, de l'est à l'ouest, tous les Congolais le soutiennent et veulent qu'il aille jusqu'au bout, n'est-ce pas, de son programme d'action, de son idéal, de sa manière de voir le Congo tel que le Congo est en train de devenir fort aujourd'hui dans le monde. Pourquoi est-ce qu'il faut le faire entrer en arrière? Voilà, je pense, pourquoi nous devons encore croire en Joseph Kabila et considérer qu'il devrait continuer à conduire le Congo jusqu'au moment où il va parachever le projet qu'il a dans sa tête, le projet noble pour le Congo. C'est-à-dire jusque quand? Donnez-nous une date, un deadline. Non, madame. Et ça, moi, je le dis souvent. Je pense que évitons de faire le fétichisme des dates. Évitons de faire le fétichisme des dates. Et dans le cas d'espèce, pour ce qui concerne le Congo, je pense que nous devons regarder de quel côté se trouve l'intérêt et du Congo et des Congolais. Moi, je pense que c'est ça la question prioritaire. À partir du moment où nous répondons à cette question-là, nous allons nous dire, bon, dans ces conditions, évitons de faire des élections précipitées, évitons de faire des élections anarchiques, eh bien, posons les bases solides pour des élections apaisées, crédibles, bien entendu, démocratiques, et lorsque tous les ingrédients seront bien cuisinés, moi je ne pense pas que même vous les dames, vous apportez à table à vos enfants ou à vos maris des repas qui ne sont pas bien préparés. Il faut que ce soit bien cuit. Et pour les élections, je crois que c'est la même chose. Évitons de tomber dans l'instrumentalisation occidentale qui nous pousse nécessairement vers des dates qui sont creuses, qui ne disent absolument rien. Moi, je crois que, suivons, pour les cas ici des élections, suivons, je crois, le programme de la CENI, suivons les techniciens, les experts, tels qu'ils sont en train de préparer les choses, et quand tout sera au point, nous allons aux élections. Je pense qu'on ne doit pas faire le combat des dates. Alors, à vous entendre parler, vous avez envie qu'il reste encore un moment. Moi, je ne suis que le porte-parole. Je suis l'un des porte-parole du peuple congolais. Moi, je répète ce que le peuple souhaite, c'est tout. Les opposants
également disent le contraire, hein, s'ils se disent porte-parole. Mais les opposants, s'ils étaient porte-parole, ils seraient au pouvoir. Ça veut dire ceux qui sont au pouvoir, ce sont ceux qui ont été choisis par le peuple congolais démocratiquement. Nous venons des élections depuis 2006. Alors, qui est porte-parole? C'est celui qui a été élu, celui qui a la majorité. Alors, Joseph Kabila a terminé ses 2 mandats. Ça fera 1 année. Et c'est à ce sujet justement que le bas blesse. Les opposants veulent des élections au plus tard le 31 décembre. Sinon, il y aura une transition. Félix Tshisekedi dit une courte transition sans Joseph Kabila. Mais justement, c'est... Non, écoutez, parfois je me permets de rire. Bon, lui, il dit qu'il y aura une transition. C'est vous qui avez cité son nom, je ne reviens pas sur le nom de celui qui l'a dit. Il y aura une transition sans Kabila. En vertu de quoi? Hein? Mais moi, je voudrais qu'on me le fasse comprendre. J'ai plus de 35 ans de carrière d'avocat, juriste de formation. Alors, moi, quelqu'un se réveille le matin, il dit, nous allons évoluer vers une transition sans Kabila. De quelle manière? Alors, j'ai commencé à avoir l'impression que on veut la démocratie, mais en même temps, on veut le contraire de la démocratie. Alors, ça va se passer de quelle manière, madame? Tout le monde, même les gens qui ne sont pas allés à l'école, ils ont suivi pas à pas, n'est-ce pas, le compromis qui s'est dégagé de l'accord de la Saint-Sylvestre. Et cet accord, dans l'une de ses dispositions, dit très bien que, et c'est ce qui est en train d'ailleurs de se faire tout à l'heure, parce que je crois qu'on a suivi l'élément, il faut une évaluation. Hein, d'après l'échéance qui avait été donnée, il y a une tripartite, donc SENSA, gouvernement, CENI, qui doit évaluer les choses et savoir à quel moment il est bien indiqué pour que nous puissions aller aux élections. C'est dans l'accord, signé par tout le monde, sous l'auspice des évêques. Et c'est ce qui est en train de se faire. Et c'est ça, n'est-ce pas, la loi des partis, ce qu'on les juristes appellent la loi des partis. C'est un accord. Alors quand vous signez un accord, et puis vous déniez, n'est-ce pas, à cet accord, sa force motrice, alors finalement, qu'est-ce que vous voulez? Donc vous voulez à la fois, la démocratie, c'est ça le respect des normes. La démocratie, c'est le respect des règles. Nous avons un accord qui nous lie tous. Alors, et nous devons suivre l'évaluation, n'est-ce pas, découlant de cet accord. Et vous dites non, nous allons aller à je ne sais pas quelle sorte de transition. Non, je crois que nous devons éviter aussi de nous moquer du peuple congolais. Il vous accuse d'avoir On ne peut pas continuer à raconter n'importe quoi au peuple. Je suis désolé. Il vous accuse d'avoir péché contre cet accord. On a péché comment? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Nous ne sommes pas allés à l'église. Tous les gens de la majorité, chacun de son côté, appartient à une église. Si c'est de cela qu'on doit parler. Nous avons péché contre quoi? La nomination des premiers ministres contestée. La nomination du président du SENSA également controversée. Bon, je crois que nos amis qui disent qu'ils contestent devraient premièrement nous dire d'où vient Bruno Tshibala. Bruno Tshibala est-il membre du PPRD? Oui ou non? Bruno Tshibala est-il membre de l'AFCD du président Bahati? Bruno Tshibala provient-il de quel parti? S'ils nous disent que Bruno Tshibala provient de l'UDPS, et alors? Et ensuite, s'il provient de l'UDPS, qu'ils nous disent, avant le décès d'Étienne Tshisekedi, quels sont les 3 ou les 4 membres influents qui étaient à côté d'Étienne Tshisekedi? Qu'on nous dise, quand ils étaient à Genval ou je ne sais pas qui était le porte-parole du rassemblement? Était-il Bruno Tshibala ou quelqu'un d'autre? Qu'ils nous disent pour qu'on comprenne. Mais moi, je crois que le président de la République s'est fondé sur une liste qui lui a été présentée par l'opposition, par le rassemblement, et il a estimé qu'il fallait prendre parmi les personnalités proposées la personne qui était la plus proche d'Étienne Tshisekedi, parce que c'était lui le leader en fait de l'opposition, prendre celui qui était le porte-parole de l'opposition dans toutes les réunions qu'ils avaient à Venise, à Genval, ou je ne sais pas quoi. Bon, prendre celui qui était le plus influent et le porte-parole. C'est celui-là qui a été pris. Alors, quel est le péché de la majorité à ce moment-là? Ils disent que vous l'avez débauché. Mais débauché veut dire quoi? Débauché veut dire quoi? Parce que c'est une liste qui nous a été présentée. Et j'ai dit bien
si on avait pris quelqu'un d'autre... Il y avait en quelque sorte des favoris sur cette liste, un favori, et c'était Félix Tshisekedi. Et il était favori en vertu de quoi? Quels est maintenant les éléments qu'on nous dise, quels sont ces éléments, ou quel est cet autre accord, ou je ne sais pas quoi, qui faisait de tel ou tel, celui qui était plus, disons, indiqué à occuper ce poste, plus que Bruno Tshibala. Qu'on nous le dise, moi je ne sais pas. Vous savez, dans notre pays, ce n'est pas aujourd'hui. Ça ne commence pas aujourd'hui, c'est depuis des années. Nous tous, nous étions jeunes, certes, mais des acteurs. Jamais, on ne s'est jamais mis d'accord sur la nomination de quiconque. Chaque jour, quand on nommait, même Étienne Tshisekedi lui-même, quand il fut à un moment donné sur le bateau présidentiel, nommé Premier ministre, le même jour, il y avait des groupes de gens devant sa clôture alimentée pour dire « nous refusons, nous refusons ». Il a dû renoncer au poste le même jour. Combien de fois n'a-t-il pas renoncé au poste? Donc on ne peut pas nous entraîner dans cette... Voilà les choses qui sont en train de retarder le Congo. Ce sont ces genres de comportements. Alors on va revenir à cette veillée d'armes au rassemblement limité. Félix Tshisekedi, quand il appelle la rue à se mobiliser pour que Kabila ne reste pas au pouvoir au-delà du 31 décembre, il se base sur ce qu'il appelle le mécontentement général des Congolais. Vous le comprenez quand même? Mais qui est mécontent? Les sondages sur le mécontentement, il a été fait par qui? Par quel organe? Qui a interrogé quel Congolais pour dire que les Congolais étaient mécontents? Le faible pouvoir d'achat, les problèmes d'accès à l'eau potable, à la santé, à l'éducation. Mais ça, ce sont des problèmes qui concernent tous les pays du monde. Même si nous allons en France aujourd'hui, ce qu'on appelle les SDF, sans domicile fixe. Moi, je me promène dans la ville de Paris, quand je suis en France. Tous les jours, vous trouvez des dizaines, si pas des centaines de Français qui dorment dehors. Pas dans les mêmes proportions que chez nous. Hein. Mais plus qu'ici, maman. Je suis désolé. Plus qu'ici. Des gens qui dorment dehors, des gens qui n'ont rien à manger, à mettre sous la dent. Allez aux États-Unis. La même chose. Des sans-abri. Des gens... Mais le président Trump, pourquoi il a échoué à faire annuler l'assurance, l'Obamacare? Pourquoi? Parce que ça a été, n'est-ce pas, une bouée d'oxygène pour le peuple américain. Ils ont vécu dans des dizaines d'années, centaines d'années, n'est-ce pas, sans assurance, sans protection sociale, sans soins de santé. Voilà toute la vérité. Vous posez là des problèmes, mais pourquoi on aurait un gouvernement à la tête d'un État? C'est parce qu'il se pose toujours les mêmes problèmes et chaque gouvernement, au fur et à mesure, doit venir résoudre ces problèmes. Le président Hollande en France est parti avec, suivant vos sondages, je ne sais pas de quel média ou de quel journaliste, il était, n'est-ce pas, en bas de l'échelle. Le peuple français disait que non, il n'a pas donné de l'eau, il n'a pas donné d'électricité, il n'a pas fait les routes. Macron vient à peine de commencer. Il a été élu au zénith avec une majorité extraordinaire. Aujourd'hui, on lui dit, il ne remplit pas le social des Français, il ne construit pas je ne sais pas quoi, il ne protège pas les agriculteurs. Mais ça, ce sont des problèmes courants. Donc personne ne peut pas dire non, il y a un problème au Congo, le problème de l'eau, le problème de l'électricité, et le peuple est mécontent. Quel est ce peuple qui est mécontent? Ce peuple qui acclame et qui applaudit Joseph Kabila du matin au soir. Quel est ce peuple? Qui peut dire qu'il a son peuple à lui, chez lui à la maison, qui est mécontent? Qui? Alors, quand Félix Tshisekedi appelle la rue à se mobiliser, il évoque l'article 64. On a suivi Joseph Kokonyangi, l'un de vos camarades de la majorité présidentielle, qui envisage même qu'on l'arrête. Qu'est-ce qui se passe dans la tête? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Joseph Kokonyangi quand il dit ça? Bon, je n'ai pas encore échangé avec Kokonyangi, mais ce que je voudrais dire, c'est que quand vous appelez les gens, n'est-ce pas, à se révolter, à se rebeller, c'est l'incitation, n'est-ce pas, à la rébellion. C'est une infraction. Hein? C'est l'incitation à la violence. D'autant plus que vous n'avez aucune qualité pour demander aux gens de descendre dans la rue, pour créer l'insécurité, pour créer le désordre, pour porter atteinte à l'ordre public. C'est ça ce que moi je peux vous dire en tant que juriste. Vous appelez les gens sur quelle base? Mais il y a des mécanismes justement. Il y a l'Assemblée nationale où quiconque, à travers les députés, et je suppose, si ceux qui appellent les gens sont des vrais leaders,
ils doivent avoir des représentants au sein de l'Assemblée nationale et au Sénat. Ils doivent leur demander, n'est-ce pas, d'agir à travers les mécanismes légaux, les mécanismes démocratiques, n'est-ce pas, pour contester ceci ou cela. Vous voulez appeler les gens, ça c'est de la rébellion. Et quiconque commet une infraction, je crois que nous sommes dans un état de droit, eh bien il y a des institutions de droit, des institutions judiciaires, je crois qu'ils vont se saisir de tels cas. Par là, faut-il comprendre qu'il faut envisager sérieusement des poursuites contre Félix Tshisekedi? Moi, je ne suis pas encore à ce niveau-là parce que nous n'avons pas encore les faits, n'est-ce pas? Pour décider en droit, il faut d'abord qu'il y ait des faits. Mais moi, ce que je préviens, parce qu'il faut quand même faire aussi de la pédagogie, c'est que quand vous incitez les gens à la révolte, si vous poussez les gens dans les rues, n'est-ce pas? Eh bien, vous devez assumer votre propre conséquence, votre propre comportement. Parce qu'elle implique, elle découle d'une infraction. Et dans un état de droit, on ne peut pas autoriser, on ne peut pas accepter que les gens violent impunément la loi parce que tout le monde se plaint de l'impunité. Voilà tout ce que moi je peux dire à ce niveau, à titre pédagogique. Mais celui qui pose ces actes, il doit a priori savoir quelles sont les conséquences de tels actes qu'il est en train d'ailleurs de préméditer. Et c'est ça qui est encore plus grave, parce que ça aggrave même les infractions. Ce 31 décembre qui approche, c'est comme l'année dernière, on appréhende tous. Et ce qui s'est passé en septembre de l'année dernière et en janvier 2015 donne la mesure de ce que pourraient être les dernières semaines du mois de décembre. On parle d'un chaos. Que faut-il faire justement pour éviter des jours tumultueux? Je pense qu'il ne faut pas être pessimiste. Et d'ailleurs, à travers vos médias, vous tous, les journalistes, vous devez apaiser le peuple congolais. Il n'y a rien de mauvais qui va arriver, ni aujourd'hui, ni demain, ni au 31 décembre. Il n'y aura rien de mauvais, nous allons continuer à vivre normalement parce qu'il n'y a pas de raison. Cette escalade verbale, ce bras de fer, ne va-t-il pas dégénérer? Les troubles, non, ça ne va pas dégénérer parce que je l'ai dit tout à l'heure que chacun, à chaque instant, devra assumer, n'est-ce pas, son propre comportement. Parce que nous sommes dans un état de droit et l'impunité ou l'anarchie, n'est-ce pas, a des limites. Vous savez ce qui s'était passé dernièrement quand tu parles des dates qui étaient passées avec tout ce qu'on avait connu, on a vécu. On a cassé même les hôpitaux, on a cassé les tribunaux, on a cassé des écoles. Alors, on se demande même, les gens qui veulent aujourd'hui arriver au pouvoir, c'est à travers ces casses, ils vont gouverner en train de demander aux gens de casser les infrastructures, n'est-ce pas, de casser les édifices publics. Je crois que ce qui était passé la fois passée, c'était du point de vue, n'est-ce pas, des instances judiciaires, c'était un peu l'excès de démocratie. En faisant confiance à tout le monde, à tous les Congolais, majorité ou opposition, en disant, bon, les gens sont responsables, il faut les laisser exprimer leurs idées, n'est-ce pas, à travers la pratique démocratique. Mais tout le monde s'est rendu compte que c'était des abus. Les gens sont allés loin. On a brûlé même des policiers. Et ça, c'est inacceptable. Et je pense très modestement que de telles choses n'arriveront plus jamais. Parce que les autorités judiciaires ne les permettront plus jamais. Alors, la communauté internationale, je ne sais pas dans quelle proportion, a pris des sanctions et contre, on peut dire que la communauté internationale est contre le régime de Joseph Kabila à travers ces sanctions des États-Unis, de l'Union européenne. Aujourd'hui, cette ONG qui a enquêté sur BGFI Bank, qu'on attribue à un membre de la famille du président de la République, Joseph Kabila, la banque qu'on soupçonne de financer le Hezbollah libanais, et cette ONG appelle de nouveau à des sanctions contre le régime de Kabila. Est-ce que tout cela, ça ne pèse pas lourd? Mais ça, ce sont des médisances. Ce sont purement des calomnies. Je crois, je considère ça que ce sont des injures de bas niveau. Je pense que ce n'est pas des choses qu'on devrait véhiculer. N'est-ce pas? On ne devrait pas véhiculer de telles choses. Mais comment vous pouvez croire qu'une institution bancaire congolaise va aller financer les histoires des Libanais
Quel intérêt nous avons avec des Libanais? Quel intérêt nous avons au Liban? Qu'est-ce que ça nous concerne, nous, Congolais, d'aller nous mêler dans les histoires des Arabes qui sont en train de faire leurs histoires chez eux? Non, ça, vous comprenez, madame, vous êtes très professionnelle et je vous respecte pour ça. Je crois que vous devriez donner le son contraire pour dire que ça, c'est des insanités, c'est du n'importe quoi. Bon, c'est peut-être les réseaux sociaux. Je ne vois pas une télévision aussi prestigieuse comme la vôtre qui pourrait véhiculer des choses comme ça, je ne crois pas. RFI, on a parlé ce matin. Bon, RFI, vous savez... Il a interviewé le porte-parole du gouvernement. À l'extérieur, il y a ce qu'on appelle l'instrumentalisation. Il y a aussi l'instrumentalisation des gens qui sont pris en otage, en fait, par les mauvaises consciences et les poussent à dire n'importe quoi. C'est quand on dirait que la République démocratique du Congo n'est pas aimée par la communauté internationale, elle n'est pas aimée par l'extérieur. Mais quels sont les facteurs indicateurs? Les sanctions qui n'en finissent pas de tomber? Les sanctions d'abord, pour la plupart, ne sont pas fondées sur le droit international. Ne sont pas fondées sur le droit international. Comment, à partir de votre pays, n'est-ce pas, les organes de votre pays vont décider sur le sort des ressortissants d'un autre État? Mais nous ne sommes pas des Français, nous les Congolais. Nous ne sommes pas des Belges, nous ne sommes pas des Américains, nous sommes des Congolais. Et c'est cette fierté-là qui doit nous caractériser. Et je pense que nous, en tant que leaders, si parmi nous, il y a encore des gens qui sont véritablement des leaders, ils doivent avoir, n'est-ce pas, en eux la fibre patriotique de Patrice Lumumba, n'est-ce pas, pour dire ce Congo est à nous. Nous devons mourir pour ce Congo. Ce n'est pas quelqu'un de son bureau en Europe, en Occident, en Amérique ou je ne sais pas où, pour dire, écoutez, je vais sanctionner tel responsable congolais, je vais priver des droits. Sur quelle base? C'est un non-sens. C'est une violation du droit international. Ça, je suis désolé. Donc, nous, on ne peut pas se fier sur ces choses-là pour dire que le Congo n'est pas aimé. Non, le Congo est envié. C'est ça le mot qu'il faut utiliser. Le Congo est envié. Et ce que vous appelez aujourd'hui sanctions, ce ne sont que des chantages. C'est pour essayer de nous mettre à genoux. Pour que nous, les dirigeants... Pour obtenir quoi? Pour nous arracher ce que nous avons de plus précieux. Nos richesses, nos je ne sais pas quoi. Nous avons des choses que Dieu nous a données, qui sont uniques au monde, qui ne se trouvent que dans ce pays. Et ça, les gens qui sont à l'extérieur le savent. Malheureusement, il n'y a que nous-mêmes, les Congolais, qui ne le savons pas. Et nous devons protéger jalousement ce pays. Nous devons tout qui est au Congo est bien. Même nos épouses, même nos jeunes sœurs, regardez comment elles... Tout est beau au Congo, n'est-ce pas? Et on cherche à nous arracher ça. C'est ça la vérité. Alors, on en vient à cette entrée très controversée de l'RDC au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Les USA parlent de la crédibilité donc de l'institution qui est mise à mal et envisage même une réforme. Comment vous accueillez toutes ces réactions négatives? Bon, il ne faut pas d'abord voir les réactions négatives. Il faut d'abord voir les aspects positifs. Et les aspects positifs, c'est lesquels? C'est que le Congo vient d'être élu au Conseil des droits de l'homme avec 151 voix sur les 180 voix. C'est ça les aspects d'abord qu'il faut voir et qu'il faut véhiculer. Une large majorité, oui. Une très large majorité. Et ça, c'est quoi? C'est la preuve de la crédibilité du Congo sur le plan international. Ne voyez pas l'unique voix des États-Unis qui exprime son opinion. Il y a aussi les autres ONG internationales. Vous comprenez? Des ONG, ça représente quoi? Ça, c'est une affaire des États. Ça, c'est une affaire des États. Ce ne sont pas les ONG qui étaient les électeurs. Ce sont les États qui viennent de choisir le Congo. Et le Congo, avant d'être élu au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies, sa candidature a été d'abord validée par toute l'Afrique. Et c'est ça qui est important. À ce niveau-là, vous avez dit vous-même que j'étais vice-ministre honoraire des Affaires étrangères. Eh bien, j'en sais quelque chose. On n'y va pas de n'importe quelle manière. Ça veut dire que l'Afrique a d'abord, au départ, certifié la candidature, certifié le sérieux de la République démocratique du Congo pour occuper ce poste. C'est l'Afrique qui a envoyé le Congo au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies, où le Congo a obtenu, n'est-ce pas, un scrutin majoritairement
très élevés pour prouver justement la crédibilité du Congo, pour prouver la confiance que le président de la République, Joseph Kabila, a au niveau de ses pairs, non seulement africains, mais dans le monde entier. Il revient lui-même des Nations Unies il n'y a pas longtemps, et voilà que les Nations Unies viennent de lui décerner, n'est-ce pas, je dirais, une décoration d'honneur à travers cette élection-là, pour exprimer la confiance et le respect qu'ils ont envers lui. Et si c'était un piège, si jamais on ne respecte pas les droits de l'homme, comme on nous le reproche très souvent, on se ferait éjecter l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a déjà été éjectée. Mais on devrait d'abord s'occuper de ceux qui violent effectivement les droits de l'homme. Madame, ce n'est pas les Congolais, ce n'est pas le Congo qui viole les droits de l'homme. Exemple. Plusieurs siècles après, vous apprenez qu'il y a des villes entières qui sont brûlées, par exemple aux États-Unis, parce qu'on est en train d'assassiner méchamment et injustement des Noirs, n'est-ce pas? 3 siècles ou je ne sais pas combien de siècles après l'esclavagisme, mais il y a encore des Noirs qui sont brûlés dans certains pays, en commençant les pays que je ne voudrais pas citer 2 fois. Et ça, vous appelez ça respect des droits de l'homme. Vous avez vu dans un autre pays, en Europe occidentale, un des grands États, n'est-ce pas, membre du Conseil de sécurité, on arrête des Noirs, les policiers prennent leur, je ne sais pas comment on appelle ça, leur matraque. Ils introduisent ces matraques, n'est-ce pas, à des endroits précieux pour un homme. Et ces hommes-là sont des Noirs. Plusieurs siècles après l'esclavagisme. Vous appelez ça respect des droits de l'homme. Je crois que nous n'avons pas de leçons à recevoir de ce côté-là. Au Congo, personne ne peut pas venir nous dire que au Congo, on viole les droits humains, les droits de l'homme. Et chaque fois, vous voyez dans la préoccupation du chef de l'État, quand il met en place un gouvernement, il se préoccupe des droits de l'homme parce qu'il nomme toujours un ministre chargé des droits humains ou un ministre chargé des droits de l'homme. Il met toujours un responsable à ce niveau pour montrer à quel niveau il se préoccupe de la question. Donc, qu'on ne nous raconte pas des histoires. Avant de prendre les questions des internautes, on termine par cette rentrée institutionnelle de votre parti. En France, on appellerait ça université d'été. Ça s'est passé il y a 2 jours. Une sorte d'autocritique, en fait. Expliquez-nous. Oui, autocritique, parce que nous devons communier, nous tous, à la même vision, la vision de notre autorité morale. Nous devons nous rassurer que nous comprenons les choses de la même manière. Nous devons à cette occasion également partager les expériences des uns et des autres sur terrain. Parce que le PPRD, ce n'est pas seulement un parti des réseaux sociaux. Nous ne sommes pas un parti des journaux. Nous ne sommes pas seulement un parti de Kinshasa. Nous sommes sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et à travers l'initiative comme celle qui a été une fois de plus confirmée par le secrétaire général Henri Mova, n'est-ce pas? Son initiative était louable parce que ça permettait à tous les responsables, partout où ils sont, dans toutes les institutions, ainsi que la base, donc les membres, que nous puissions venir effectivement partager nos enseignements, partager nos expériences, et même ceux qui sont aux affaires, parfois partager leurs inquiétudes, les efforts qu'ils fournissent pour que ça marche. Donc c'était extraordinaire. Même parfois les gens ont dit qu'il y a des choses qu'ils avaient oubliées ou qu'ils ne connaissaient pas, n'est-ce pas, qu'ils ont apprises à l'occasion de cette rencontre. Donc c'était génial, et chaque année, je pense que le secrétaire général Mova va faire tout le nécessaire pour que nous ne puissions pas rater une occasion comme celle-là. On termine par les questions de nos amis sur Facebook. Je commence par Jean-Paul Loufevou Mokawa. Il y a une année, l'accord de l'UE a été signé, mais jamais réellement appliqué. Quel bilan le PPRD a fait de cet échec? L'accord de l'Union africaine. Oui, mais l'accord de l'Union africaine, justement, qui avait connu le parrainage de l'ensemble du monde international. Tous les représentants des institutions internationales étaient là, à l'Union africaine. N'est-ce pas? C'était un accord qui était, disons, parrainé par tout le monde. Et même Eden Kodjo lui-même, qui présidait les travaux, était l'émanation de l'Union africaine, désignée par le secrétaire général de Mme Zuma de l'Union africaine.
Mais si on est allé au-delà de cet accord, c'est justement par les mêmes personnes qui disaient que ce n'était pas inclusif et qu'il fallait absolument que tout le monde se retrouve de nouveau pour améliorer l'accord. Voilà comment on s'est retrouvé à la Saint-Sylvestre. Toujours du fait des mêmes qui sont toujours insatisfaits et qui cherchent toujours des prétextes. Et quand vous regardez parmi tous ces gens-là, et vous me montrez une seule personne qui prépare les élections aujourd'hui, il n'y a personne, tous les noms que vous avez cités tout à l'heure là, il n'y a personne qui est en train de préparer les élections. Mais il prépare toujours l'incitation à la violence. Non, mais Félix Tshisekedi va aller à Lubumbashi. Il va aller à Lubumbashi quel jour? Mais c'est seulement maintenant qu'il se rappelle que les élections existent. Mais qui prépare les élections? Personne. Alors, Gentil... Donc c'est pour vous dire, il n'y a personne qui a en tête les élections de tous ces gens qui parlent là. Gentil, Kendi dit ceci, que dit la Constitution une fois que le président Kabila est illégitime? Le président Kabila ne deviendra jamais illégitime. Donc c'est une question fiction. Moi je ne peux pas répondre à des fictions. Parce que le président Kabila, qui est aimé de son peuple, qui est le chantre de la démocratie, qui est en train de reconstruire ce pays, qui est visionnaire, qui a tout fait pour réhabiliter le peuple congolais dans sa fierté d'un peuple souverain, indépendant. Donc, il ne deviendra jamais illégitime. Je ne vois pas qu'est-ce que je peux dire plus par rapport à ça. Trésor Kiwoko, pourquoi les élections en 2006 et en 2011 étaient faciles? Mais il y avait beaucoup de facteurs, maman. Le premier facteur, pratiquement toute la communauté internationale avait apporté des contributions significatives, n'est-ce pas, sur le plan financier. Mais cette fois-ci, ils refusent d'y contribuer. Et nous, le peuple congolais, ainsi que le gouvernement, on a dit, bon, dans ces conditions, par fierté nationaliste, nous allons nous-mêmes financer nos propres élections. Vous comprenez? Donc, il faut un effort supplémentaire pour mobiliser suffisamment de moyens. Deuxièmement, la même communauté internationale qui appuie les gens qui veulent aller à l'incitation à la violence. C'est eux qui instrumentalisent les groupes armés un peu partout dans le pays, n'est-ce pas? Pour tuer ici, pour tuer là-bas, justement pour éviter que les élections ne se passent dans ce pays. Nous avons déjà découvert cela. Il y a un livre intéressant qui est sorti il n'y a pas longtemps et qui décrit un personnage. Madame, vous êtes, je l'ai dit encore une fois, très professionnelle. Vous êtes certainement au courant de la situation. Je ne cite pas le nom de ce personnage ici, mais qui est en train de financer toutes les ONG dont vous avez cité, les soi-disant mouvements citoyens, Lucha, Filimbi. C'est lui qui finance pour qu'il y ait les désordres au pays, pour qu'il y ait des violences. Et tous ces gens, ils veulent quoi? Ils ne veulent pas que les élections se passent au Congo. C'est ça la vérité. Yves Lézy, est-ce qu'ils dorment paisiblement et ronflent tranquillement comme nous autres, car tout ce qu'ils font ne tient plus et que l'ensemble de la population est contre eux? Qui ne dorment pas? La majorité. Mais vous voyez comment je suis frais. Je viens de me réveiller de mon lit à l'aise. Et vous m'avez précisé l'heure de l'émission. Je suis là tranquillement à l'aise. Et après, il y a un sommeil profond. Il a fallu même qu'on me réveille. Tout le monde est à l'aise parce que nous savons que le Congo va bien et que le Congo, peu importe, n'est-ce pas, les complots qui se trament à l'extérieur pour balkaniser ce pays, pour piller ce pays, pour l'empêcher d'aller vers la démocratie, eh bien, tête haute, nous sommes en train d'aller tout droit vers notre but, n'est-ce pas, dans le respect de la vision de Joseph Kabila. Donc, nous sommes sereins, on ne se plaint de rien et on ne craint rien. Ceux qui ont peur des élections, qui ne veulent pas les élections et qui croient qu'ils vont instrumentaliser le peuple congolais pour aller à la violence, ce sont ceux-là qui ne dorment pas, parce qu'ils voient que chaque jour, leur complot est mis en échec. Il nous reste 1 minute et ça sera votre conclusion. Et j'aimerais bien que vous répondiez par oui ou par non, parce que c'est une question directe. Joseph Kabila sera-t-il candidat à la prochaine élection présidentielle? Joseph Kabila va se soumettre, n'est-ce pas, à la volonté du peuple congolais. C'est le peuple congolais qui est maître, n'est-ce pas, de son destin. Et c'est le peuple congolais qui choisira. Et puisque le peuple congolais a encore confiance en Joseph Kabila, donc moi j'adhère à la position du peuple congolais. Ça veut dire un référendum? C'est vous qui inventez les mots
Moi, j'ai dit tout simplement. Moi, je ne fais que traduire. Le peuple congolais, dans l'expression de chaque jour, a encore le souci de poursuivre son chemin avec Joseph Kabila. Eh bien, moi, j'adhère à cette vocation du peuple congolais qui aime Joseph Kabila et qui cherche encore à l'accompagner pour que sa vision s'accomplisse pour l'intérêt du Congo. Ceux qui ont compris comme moi ont clairement tiré les conclusions de vos dernières phrases, qu'il s'agit bien entendu d'envisager un référendum, mais bon, c'est votre droit. Célestin Tounda Kassende, merci beaucoup d'avoir été mon invité dans Débriefing, secrétaire général adjoint du PPRD. Il a été vice-ministre des Affaires étrangères, directeur général adjoint de Cohydro. Cette émission à suivre en rediffusion tout à l'heure à 21h15 sur le B1 local. Demain, 7h15, vendredi également, 7h15 sur Canal+. On se retrouve la semaine prochaine, mais je vais aller vers M. Tounda pour mon selfie de fin d'émission. C'est moi qui vous remercie, madame. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Alors, on est sur quelle caméra? Là, c'est bon? Merci beaucoup.